À ce déjeuner débat qui est le premier en présentiel depuis 2 ans maintenant, donc merci beaucoup. Et avant de passer la parole à Grégory Faux et Antoine Philippon, je vais passer la parole à Magali Thibault, la vice-présidente en charge de la santé et des solidarités. Merci, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravie la première fois de vous rencontrer et puis surtout de nous permettre de pouvoir réengager ce type de conférences et surtout d'échanges. Dans la période de Covid, ça nous a, je pense, toutes et tous beaucoup manqué, d'autant plus dans vos métiers respectifs où la relation humaine est prépondérante. J'excuse ma collègue Anne Souris qui est élue à la ville de Paris qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais on souhaitait porter un message commun. Je ne veux pas être très longue parce que l'objet c'est de pouvoir laisser le temps à la présentation et surtout aux discussions et à l'échange. Comme vous le savez, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Paris on a toujours été très attentifs à pouvoir mettre à jour nos connaissances et surtout l'évolution des phénomènes, notamment des phénomènes liés aux problématiques de drogue. Et donc c'est pour cette raison-là, et parce que aussi c'est un besoin qui a émané du terrain et notamment de vos univers professionnels, qu'on a souhaité engager au cours de cette année un cycle de conférences sur le sujet du cannabis. C'est un sujet dont on parle énormément, qui soulève aussi souvent beaucoup de questionnements, beaucoup de débats, et des fois autour de ces débats, de ces fantasmes, aussi de ce qu'en font, et je suis bien placée pour en parler, les politiques et ce que ça peut des fois déchaîner. On peut peut-être des fois se perdre un peu sur un message peut-être des fois plus objectif et qui vous permet de pouvoir finalement bien comprendre le phénomène, bien comprendre ses usages, bien comprendre ses usagers et finalement de pouvoir apporter des actions notamment de prévention et d'accompagner ces publics. C'est vraiment aujourd'hui l'objectif de cette première conférence. On l'a souhaité en 3 temps. La première est celle d'aujourd'hui et je remercie la participation de nos 2 intervenants parce que c'est aussi le rôle de la mission de pouvoir s'appuyer sur des études, des professionnels et des scientifiques aussi pour pouvoir étayer un peu notre connaissance des sujets. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir faire le point sur la connaissance même du cannabis, de ses usages et de ses usagers. Et puis il y aura ensuite deux autres temps et 2 autres cycles qui seront consacrés, un à la réglementation en la matière en France, mais pas que, pour avoir aussi des éléments de comparaison dans nos pays, notamment européens. Vous savez que la législation est un peu différente, et notamment les sujets autour de la légalisation ou non du cannabis peut se poser. Et puis enfin, le 3e cycle sera consacré à celui de l'économie que ça génère, l'économie parallèle qui est aussi importante et qui pourra, je l'espère en tout cas, vous amener à avoir une vision globale sur ce sujet. Je pense que depuis quand même quelques années, et c'est notamment l'Observatoire des drogues qui le mettait en exergue, le fait de pouvoir mettre en place davantage de mesures de prévention accrues, par exemple auprès des publics jeunes, notamment des jeunes de 3e, où on pouvait identifier une consommation très précoce. On voit bien que les mesures de prévention ont permis quand même d'avoir un net recul dans cette consommation-là, donc on peut se féliciter. On peut aussi se dire que on ne fait jamais trop, et ça c'est aussi très français, pas assez de politique de prévention. En tout cas moi c'est mon avis, et je sais que je milite aussi beaucoup pour ça, et qu'on a un très bel outil avec la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, et que notamment sur les psychoactifs, aujourd'hui le cannabis c'est le 3e psychoactif le plus consommé, mais sur la question par exemple du tabac et de l'alcool qui sont en pôle position, des actions encore plus importantes devraient être menées, parce que c'est des vrais aussi sujets de santé publique. Je ne veux pas être trop longue, j'espère que ce moment d'échange sera bénéfique, je n'en doute pas, et je me permets aussi de vraiment remercier l'ensemble des professionnels de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque pour l'organisation de cet événement,
et leur engagement au quotidien sur la Seine-Saint-Denis et sur Paris. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Thibaut Villette, le directeur de la MMPCR pour la Seine-Saint-Denis. Oui, bonjour à toutes et tous, je ne vais pas être très long. Juste un rappel, donc la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, c'est un duo. Donc Paris-Seine-Saint-Denis, Chalut-Carenbach, mon homologue, qui est là-bas. Voilà, donc nous sommes 2 directeurs. Effectivement, la mission, elle est là, et c'est le cas aujourd'hui, pour faire des journées d'information, de formation. On a un volet études que vient d'évoquer Magali Thibault. D'ailleurs, on a déjà travaillé avec Grégory Faux, notamment sur certaines études, et on accompagne aussi en proximité les professionnels, notamment par l'espace accueil outil que vous connaissez peut-être, ou sinon vous pouvez venir prendre rendez-vous, qui est à Pantin. Voilà, la mission, on a aussi le tête-à-tête, qui est là pour accueillir les jeunes de 13 à 25 ans, qui a Rony 2 au centre commercial, maintenant dans un nouvel espace, mais vous trouverez quand même facilement, toujours au centre commercial. Et puis Paris, quartier jeune, qui est ouvert aussi très récemment, voilà, qui est en phase de montée en puissance. Sur le volet drogue, juste un mot. Donc, effectivement, on est très attentif à la situation globale sur la Seine-Saint-Denis, à l'appui aux acteurs, notamment les CARUD, voilà, que l'on soutient au Seine-Saint-Denis. Voilà, on dialogue avec l'ARS, on essaie aussi d'obtenir plus de moyens pour eux. On a réfléchi récemment aux distributeurs, aux maraudes. On est attentif au plan CRAC, de voir comment ça va évoluer, en tout cas sur des zones où on est concerné en frontière de Paris. Et puis, sur des nouveaux sujets, notamment le chemsex, on vous conviera à une journée sur Paris le 20 juin. Voilà, c'est un travail qu'on mène ensemble Paris-Seine-Saint-Denis. Et puis, voilà, pour continuer à nous suivre, soit vous recevez déjà nos informations par mail. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller sur notre site d'ailleurs qui va être renouvelé. En tout cas, il sera prêt peut-être avant l'été, mais sinon en septembre, il y aura un site plus ressources pour les professionnels, donc mmpcr.fr. Voilà, sinon un remerciement aussi aux collègues et au personnel du lieu pour leur accueil. Juste un mot pour vous dire, donc pour les inscrits, pour vous situer un petit peu, on a plus d'un tiers milieu associatif qui s'est inscrit, un tiers collectivité territoriale, et sinon l'État, c'est-à-dire éducation nationale, surtout milieu hospitalier, justice. Donc on a 3 tiers dans le secteur d'activité, un tiers éducatif, un tiers santé, un tiers social, et plus de collègues de Seine-Saint-Denis que de Paris, mais ce qui est conforme à d'habitude. Voilà. Je passe tout de suite la parole pour aller à l'essentiel à Aurélie, qui va présenter cette table ronde, et on va tout de suite enchaîner. Merci. Merci Thibaut, merci Madame la Présidente. Alors, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, et entre les débats idéologiques et les idées reçues, et surtout pour nous aider à réfléchir à de nouvelles pistes d'intervention, nous recevons aujourd'hui Grégory Faux, qui est pharmacien et qui travaille auprès des usagers de drogue, et qui répondra, lui, à la question de quoi parle-t-on quand on parle du cannabis, parce qu'on entend plein de choses autour du cannabis. Donc il tentera de répondre à la question. Ensuite, Antoine Philippon, qui est chargé d'études à l'OFDT, donc c'est l'Observatoire français. T'as pas passé? Oui, parce qu'ils ont changé un petit peu. Pardon. Voilà. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Quant à lui, répondra, alors pas une question, mais nous donnera quelques indications sur les chiffres et les tendances sur les usages et les usagers. Je te laisse la parole. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, merci pour les mots d'introduction, merci Madame Thibault, merci à la MMPCR Seine-Saint-Denis de l'invitation. Et bienvenue à tous, merci de l'intérêt que vous portez sur ce sujet, sur le cannabis et les problématiques de santé que ça peut causer. Moi je vais tenter de vous donner quelques éléments de connaissance, c'est beaucoup des rappels je pense pour pas mal d'entre vous, peut-être des éléments aussi d'éclairage sur certains points. Pour vous donner quelques éléments sur mes activités actuelles, je travaille au sein de l'association Charonne-Opélia, qui est une association de travail dans le médico-social auprès d'usagers de drogue. Je dirige une association qui est nouvellement créée, qui s'appelle Analyse Ton Prod Île-de-France,
qui est une association qui défend l'accès à l'analyse de drogue comme outil de réduction des risques pour les usagers de substances qui souhaitent améliorer leur connaissance sur le contenu réel des produits qu'ils ont consommés ou qu'ils souhaitent consommer. Et j'ai une activité de praticien attaché au sein de l'unité d'addictologie de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, c'est par rapport à ces différentes activités, je suis amené à rencontrer des usagers de cannabis depuis quelques années maintenant. Donc en avant-propos, je voulais vous donner quelques éléments d'éclairage sur la réduction des risques, qui est une dynamique de santé qui est maintenant défendue en France mais aussi à l'international, et qui s'est développée beaucoup dans cette dynamique de réduction des risques infectieux, donc par rapport aux problématiques liées aux contaminations, et en particulier aux contaminations virales par le VIH et le VHC, mais les risques liés aux usages de drogue sont bien plus larges que cette problématique infectieuse et englobe d'autres domaines comme les dommages somatiques, psychiques, sociaux liés aux drogues, et l'exemple de l'usage de cannabis nous le montre aussi. Et donc on part de grands messages globaux comme mieux vaut ne pas abuser de drogue, voire de consommer de drogue, et ces messages globaux, on se rend compte assez rapidement qu'ils ne sont pas forcément adaptés à toutes les situations et qu'il faut individualiser les approches et faire varier ces messages en fonction aussi de la dangerosité des substances et des effets qu'induisent ces substances. Donc on va essayer de voir en quoi la réduction des risques s'applique aussi à l'usage de cannabis. Pour rappel, on donne des grands messages globaux de réduction des risques qui sont toujours valables, quelles que soient les situations et quelles que soient les substances, que je vous en donne quelques exemples ici. Faire analyser les drogues, ça paraît un peu évident pour connaître le contenu objectif des substances qu'on est en mesure, enfin en volonté de consommer ou qu'on a consommé, pour savoir un peu mieux en fait à quoi peuvent être dus les effets qu'on a ressentis. Et puis après, tout un tas de messages généraux qui peuvent s'appliquer: éviter les mélanges, manger, s'hydrater régulièrement, éviter de consommer seul, connaître le produit que l'on souhaite consommer ou que l'on a consommé, c'est-à-dire se renseigner sur les effets, les méfaits, avoir un savoir scientifique un peu élaboré pour pouvoir un peu plus maîtriser les risques que l'on prend et les réduire au maximum. Et là, on va essayer de voir en quoi ces messages sont applicables ou pas au cannabis et comment on peut spécifier un peu ces messages. Pour ça, il faut connaître du coup le cannabis, ce que c'est exactement. Bon, ça, je pense que tout le monde sait que c'est un produit naturel qui est utilisé comme drogue ou dans l'industrie aussi textile ou de fabrication de bâtiments, d'isolants. Comme vous l'avez rappelé aussi en introduction, c'est une des drogues les plus consommées au monde et qui se présente sous deux formes principales: le hashish, qui est la forme de résine, et l'herbe, qui est les sommités fleuries que vous voyez ici sur la photo sur la droite. Vous voyez mon flèche, c'est parfait. Et par ailleurs, on peut trouver d'autres formes qui sont très minoritaires, qui sont les huiles, les concentrés faits à partir de ces plantes, mais bon, c'est des substances qui sont très à la marge par rapport à la résine et l'herbe. Je peux dire deux mots sur les cannabinoïdes de synthèse, qui sont des produits fabriqués de manière synthétique et qui miment les effets du THC, qui est la principale substance active du cannabis. En termes de mode de consommation et d'usage, même si je vais laisser la parole après sur ce sujet précisément à mon collègue, on peut dire globalement que encore aujourd'hui en France, quand il est consommé, le cannabis reste largement majoritairement consommé sous forme de joint, qui est un mélange de tabac et de cannabis qui est fumé. On va voir que c'est une importance aussi sur les risques. 2-3 mots sur le marché. Le marché de cannabis est sans précédent. La disponibilité et l'accessibilité du cannabis est très très large aujourd'hui en France, mais en particulier en Île-de-France. Les usagers ont accès par des achats, mais aussi des dons, des échanges. Et comment ils font pour pouvoir se le procurer en achetant? Ils ont plusieurs modes d'obtention aujourd'hui. Le mode d'obtention en cité reste présent en Île-de-France évidemment, mais il y a aussi une ubérisation du marché du cannabis comme d'autres drogues, où les revendeurs vont aller vers les consommateurs
en essayant de s'adapter à leurs besoins. Et donc ils vont aller livrer, ils vont aller donner des rendez-vous aux usagers pour faciliter l'accès à ces cannabis. En parlant de facilitation de l'accès, on a aussi un accès via des prix qui sont plutôt faibles, avec de la résine qu'on peut obtenir à partir de 5 € le gramme et de l'herbe environ à 10 € le gramme. Le marché du darknet existe aussi concernant le cannabis, donc certains usagers peuvent avoir accès aux sous-espaces d'internet pour pouvoir acheter aussi des stupéfiants, dont le cannabis. Donc là je vous ai mis quelques exemples qui montrent aussi l'expansion du marketing des revendeurs. Donc c'est un élément qui me paraît important aussi de savoir qu'aujourd'hui les usagers ont accès très très facilement et aussi sont du coup relancés par les revendeurs pour avoir accès à ces produits et ils les rendent un peu marketés. Vous avez des exemples de marketing et les échanges sur les réseaux sociaux. Donc là par exemple en bas en vert il y a un exemple d'échange sur une messagerie très connue de tout le monde, ce qui donne accès visiblement à du cannabis et aussi à de la cocaïne, ici des Caroline du Pérou, voilà, avec les prix et les SMS aussi, donc voilà, avec des messages assez clairs sur la disponibilité du produit, même les horaires, les prix, etc. Le marketing, bon, vous avez reconnu le professeur Raoul sur le côté gauche, et enfin il me semble que c'est lui. Et à droite, où est Charlie? Peut-être que vous connaissez où est Charlie. Oui. Voilà, donc là c'est Charlie au pays de la moula, donc en plus ils ont de l'humour. Et peut-être que Charlie se cache quelque part d'autre dans cette présentation. Si vous le trouvez, vous me le dites. Au niveau de la composition du cannabis, il y a de nombreux cannabinoïdes naturels dans le cannabis. Il n'y a pas que le THC, même si le THC est la substance majoritaire qui induit les effets que sont recherchés par les usagers. Donc il y a d'autres cannabinoïdes, et pour vous illustrer un petit peu ce que ça veut dire cannabinoïde, c'est une famille de molécules qui ont toutes à peu près le même schéma, la même disposition en 3 dimensions. Donc là je vous ai mis les deux principaux dans le cannabis naturel, le THC et le CBD, et donc on peut voir des grandes similitudes de structuration dans l'espace. Les molécules sont représentées en 2D, mais en 3D, on se rend compte qu'il y a des grandes similitudes, donc il va y avoir des actions qui vont être similaires et des actions plus spécifiques selon les cannabinoïdes. Le cas des cannabinoïdes de synthèse, il y en a une variété impressionnante aujourd'hui, même s'ils sont beaucoup moins accessibles sur le marché physique aujourd'hui en Ile-de-France, ils sont quand même accessibles sur Internet et le Darknet, donc je voulais juste vous en dire 2 mots. Et là je vous ai représenté ici la molécule du THC, et on voit la similitude avec une molécule qui a un nom barbare, HU210. Et il y en a, j'ai insisté pour pouvoir vous en dire 2 mots ici, parce que on était un peu à l'abri de cette vague d'arrivée du cannabinoïde de synthèse, des cannabinoïdes de synthèse en Ile-de-France jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, où on a vu apparaître dans des échantillons présentés comme cannabis par les revendeurs de rue, de cité et en livraison, en particulier pour les livreurs, des plantes qui ressemblent en tout point à du cannabis, qui ont l'odeur du cannabis, et qui, selon les usagers, ont aussi le goût du cannabis, mais qui contiennent d'autres substances. Et donc, une de ces molécules, c'était le 4EN Pinaca, MDMA Pinaca pour être précis, mais peu importe le nom, en tout cas, ces plantes peuvent contenir aussi des substances donc dites adultérantes, des substances qui changent l'effet et qui n'est pas conforme aux effets que recherchent les usagers. Donc c'est important aussi d'avoir cette information que même une plante, en fait, aujourd'hui, quand elle est présente sur le marché parallèle, peut contenir d'autres substances que les substances que la plante sécrète naturellement. Donc dans les représentations d'usagers, souvent on se dit c'est naturel donc c'est moins dangereux, ou c'est naturel donc ça peut pas être coupé ou adultéré. Et bien, on se rend compte qu'une fois de plus c'est faux. Tout marché parallèle peut présenter des compositions particulièrement dangereuses ou du moins atypiques. Comment ça fonctionne les cannabinoïdes? Eh ben,
via des récepteurs qui se situent un peu partout dans notre organisme, qui représentent le système dit endocannabinoïde. Donc on a des récepteurs dans notre système nerveux, mais aussi dans différents organes de notre organisme. Et ces cannabinoïdes vont cibler ces récepteurs et vont agir sur diverses fonctions de notre organisme. Donc là, excusez-moi pour l'anglais, mais vous voyez qu'il y a des récepteurs dans le cerveau, dans les yeux, dans la thyroïde, dans le cœur, dans les os, dans la peau, dans les organes reproducteurs. Voilà, donc il y a un large éventail d'effets possibles des cannabinoïdes, même si aujourd'hui on se concentre beaucoup sur les effets sur le cerveau, parce que c'est ça qui va rendre, qui fait que le produit est dit psychoactif. Donc une fois que ces endocannabinoïdes, ces récepteurs endocannabinoïdes sont mis en activité par ces cannabinoïdes, ils induisent des effets. Donc en combien de temps ils arrivent ces effets? Eh bien, ça va dépendre de la voie d'administration. Comme je vous ai dit en préambule, bien souvent le cannabis est fumé. Donc quand il est fumé, le début des effets arrive en quelques minutes avec un pic d'activité en 15 minutes et une fin d'activité en 3-4 heures environ. Quand il est ingéré, c'est pas du tout la même chose. On a un début d'activité à peu près de 30 minutes à 1h30, avec un pic d'activité aux alentours de 2-3 heures et une fin des effets ressentis qui peut aller jusqu'à 8 heures. Donc ça aussi c'est important de pouvoir être informé si la personne décide un jour d'ingérer le cannabis, s'attendra à des effets qui sont différés dans le temps. C'est pas la même chose de fumer du cannabis que de l'ingérer. C'est pas la même chose en termes de risque, mais c'est pas la même chose aussi en termes d'effets ressentis. Les effets ressentis justement, qui sont aussi des effets recherchés par les usagers, sont en premier lieu une sensation d'euphorie, de bien-être, de détente. On évoque aussi parfois des somnolences, des effets orexigènes donc qui ouvrent l'appétit. Et donc quand on détaille ces quelques effets, on peut tout de suite se poser la question de l'intentionnalité de l'usage. Donc quel effet on recherche selon les personnes. Donc elles peuvent être dans une dynamique d'effets dits récréatifs ou elles peuvent être aussi dans des dynamiques d'effets dits d'automédication, de pouvoir aller moins mal, de pouvoir combler une fonction organique déficiente de manière temporaire ou prolongée dans le temps. Je pense par exemple aux troubles du sommeil. Donc il y a des personnes qui pensent pouvoir gérer leurs troubles du sommeil en consommant du cannabis. Pareil pour les effets orexigènes. Les personnes qui auraient pour une raison X ou Y une perte d'appétit pourraient combler cette perte d'appétit avec l'auto-administration de cannabis. Donc on pense souvent aux effets récréatifs ou aux effets dits de défonce. Comme tous les usages de drogue, il peut y avoir aussi une partie d'automédication. Concernant les méfaits, même s'ils sont aussi connus, je les rappelle ici, il y a une augmentation du temps de réaction, ça modifie un peu la perception du temps et de l'espace, des difficultés à accomplir des tâches complexes, des troubles de la coordination motrice, des troubles anxieux, l'humeur dépressive, et puis d'éventuelles pharmacopsychoses. Les pharmacopsychoses, c'est des accidents psychiatriques aigus qui peuvent être induits par des consommations inadaptées de cannabis. Quand je dis inadapté, ça peut être des quantités trop importantes, mais ça peut être aussi un individu qui est dans un état psychique fragile et qui va décompenser et faire un accident psychiatrique aigu qui est dit pharmacopsychose. Donc l'accident psychiatrique aigu est induit par un toxique. C'est pour ça qu'on parle de pharmacopsychose. Donc ça provoque des délires, des hallucinations. Et donc le cannabis seul peut provoquer aussi ces effets-là. Donc c'est aussi des éléments importants de compréhension pour certains usagers à qui ça arrive et qui ne comprennent pas pourquoi ça arrive à eux et pas à quelqu'un d'autre. Sur le long terme, l'effet somatique majeur et le risque somatique majeur est le cancer si cette substance est fumée. Donc ça ne va pas être le cannabis qui est cancérigène, ça va être le fait de le brûler qui induit la production de goudrons qui, eux, sont cancérigènes, donc, comme toutes les substances fumées. Donc il y a un risque cancérigène si le cannabis est fumé. Des maladies cardiovasculaires, ça aussi il faut le rappeler, le cannabis peut induire ces maladies-là.
évidemment des pertes de mémoire qui peuvent être réversibles, comme d'autres toxiques induisent des pertes de mémoire, et à l'arrêt de la substance, on retrouve certaines fonctions de mémorisation. Un syndrome dit amotivationnel, donc c'est une perte de goût, d'élan de vie, de motivation à faire les choses. Donc on va plutôt avoir tendance à reporter les choses au lendemain et pas être vraiment motivé dans la vie de tous les jours. Un syndrome qui est plus récent, mais qui est bien décrit aujourd'hui, qui est l'hyperémésis cannamique, qui est un syndrome qui induit des vomissements qui est quasi impossible à contrôler. Donc chez des personnes qui sont consommatrices de manière ancienne et chronique de cannabis avec des quantités parfois élevées, un jour se déclenche ce syndrome. On ne sait pas exactement la physiopathologie du syndrome, donc on ne sait pas exactement l'origine du pourquoi. Mais en tout cas, c'est retrouvé chez des personnes qui passent par les urgences parce qu'elles ont ces vomissements à répétition qu'elles n'arrivent pas à expliquer et qui est induit par des consommations de cannabis, parce qu'à l'arrêt des consommations de cannabis, le syndrome disparaît. Donc on sait qu'il y a un lien direct avec le cannabis. Et puis évidemment, le risque de dépendance chez les personnes qui développent des consommations chroniques. Et du coup, la slide de réduction des risques, et j'en finirai là. Et je posais la question aussi de réduire les risques ou préserver les effets. Donc ça va aussi être une manière d'intervention chez les personnes qui vont mener à des conclusions qui sont similaires, voire identiques, mais par des chemins différents. Donc on peut soit motiver des personnes en prévenant les risques, en informant sur les risques, en développant des stratégies pour diminuer les risques, mais on peut aussi penser à comment préserver les effets que recherchent les personnes si elles ne souhaitent pas ou si elles ne peuvent pas diminuer, voire arrêter les usages de cannabis au moment où on les rencontre. Donc à ce moment-là, c'est des logiques différentes, mais qui amènent aux mêmes conclusions. Et ces conclusions, j'en ai listé quelques-unes ici, mais on peut en lister d'autres. Et puis on pourra en échanger si vous en avez d'autres ou des questionnements sur ces stratégies de réduction des risques. Et une des premières, qui est plutôt une stratégie de prévention, qui est de retarder l'entrée dans la consommation. Donc ça, c'est un message très important. On sait que le cannabis est plus toxique chez les personnes avant 15 ans, à cause du développement cérébral notamment, qui est pas tout à fait fini. Et donc, un des premiers messages pourrait être de favoriser le fait de retarder un maximum l'entrée dans la consommation. Éviter la fumée, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait c'est la fumée, le fait de brûler le cannabis, d'induire la formation de ces goudrons qui produit l'effet cancérigène. Et donc on va favoriser la vaporisation de ces substances, donc les chauffer, mais pas jusqu'au point de les brûler, pour pouvoir libérer les substances que les personnes souhaitent consommer, et afin d'éviter comme ça les effets cancérigènes. Faire analyser son produit, on l'a vu tout à l'heure, l'évidence de pouvoir connaître les taux de THC par exemple dans le cannabis qu'on a acheté et qu'on souhaite éventuellement consommer. On peut avoir des variétés dont les taux varient de 10% à 30%. C'est pas du tout la même chose de fumer un cannabis à 10% qu'à 30%. Et puis c'est pas la même chose de fumer un cannabis fortement concentré en THC et fortement concentré en CBD que faiblement concentré en CBD. Le CBD vient contrebalancer l'effet du THC, et donc il va y avoir d'autres effets, donc d'autres risques psychiques. Donc le fait de connaître la composition exacte du produit permet de réduire les risques. Puis après, il y a tout un tas de stratégies qui sont à mettre en œuvre en fonction des personnes en fait, et des risques qu'elles-mêmes ont identifiés ou des effets qu'elles souhaitent préserver en fonction de leur dynamique actuelle. Donc si la personne a des troubles du sommeil, on va plutôt favoriser d'éviter les consommations de cannabis juste avant de s'endormir, qui vont induire un comportement de dépendance au cannabis, alors qu'on sait que le cannabis altère la qualité du sommeil par exemple. Voilà, donc je vous ai listé tout un tas de stratégies, et il y en a d'autres, et je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Et je vous remercie de votre attention, et je serai ravi de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions ou des remarques. J'ai oublié de vous
préciser juste au départ, c'est qu'il y aura un temps d'échange à partir de 13 h après la seconde présentation. Donc notez précieusement vos questions, parce que j'avais déjà vu des mains se lever. Donc notez-les et je vous passerai la parole après la présentation d'Antoine. D'accord ? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi je vais vous présenter davantage des données quantitatives issues des grandes enquêtes en population générale qui sont menées en France depuis plusieurs décennies maintenant. Donc je vais vous parler d'usage en population adulte, en population adolescente, vous donner quelques informations de géographie de ces usages, et puis terminer, si j'ai le temps, par quelques autres caractéristiques des usages et des usagers. Alors, commencer par une information sur les sources. Donc, je vais principalement mobiliser des données du baromètre de Santé publique France pour la population adulte. Donc, c'est une enquête téléphonique menée par Santé publique France dont on exploite le volet drogue illicite. Et également donc, 2 enquêtes qu'on mène nous-mêmes en France à l'EFDT, qui sont les enquêtes Enclasse et Escapade. Enclasse, c'est la réunion de 2 enquêtes internationales, HBSC et ESPAD, qu'on mène conjointement donc, dans les collèges et les lycées. Et l'enquête Escapade est menée dans les journées défense et citoyenneté, anciennement appelées JAPD. Donc ces 2 enquêtes en population adolescente, elles ont quelque chose de complémentaire, qui est que l'enquête en classe, elle est menée en situation scolaire, donc on peut vraiment avoir toute une évolution par niveau scolaire, mais on va avoir que les personnes qui sont scolarisées, qui à ces âges-là représentent quand même pratiquement tout le monde. Mais l'enquête Escapade, elle a un autre intérêt, c'est que elle va aller récupérer de façon très représentative toute une classe d'âge, puisque les journées défense et citoyenneté sont passées à 17 ans, et y compris de jeunes sortis du système scolaire. En revanche, par contre, elle va récupérer que des informations sur les jeunes de nationalité française. Et donc ces 3 enquêtes concernent pour chaque volet au moins 10 000 personnes, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc on a des niveaux de précision bien supérieurs à ceux que vous pouvez avoir dans des sondages de campagne politique ou autres. Alors donc ça a déjà été dit, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais c'était pour situer un petit peu la consommation de cannabis par rapport aux autres substances en France. Donc c'est la première substance illicite consommée dans le pays, donc elle est loin devant la cocaïne, mais loin derrière l'alcool et le tabac en termes de quantité de gens qui sont concernés, puisqu'on estime à peu près à 18 millions de personnes le nombre de gens qui ont déjà consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie, dont 5 millions qui l'auraient fait au cours de l'année passée, 1,5 million d'usagers dits réguliers et un peu moins d'1 million d'usagers quotidiens. Concernant les usages des adultes, donc, on a depuis le début des années 90 un nombre d'expérimentateurs, c'est-à-dire des gens qui ont consommé au moins une fois, qui a été en hausse constante. Donc on parle de hausse mécanique parce que d'une certaine façon chaque année le nombre de personnes qui expérimentent est à peu près stable, mais du coup le stock des personnes qui ont expérimenté au moins une fois est en augmentation par rapport à une époque où ce produit était très peu testé par les gens. Mais on constate aussi que donc les usages dits actuels et réguliers, c'est-à-dire usage dans l'année et usage plusieurs fois par mois, ont été légèrement en hausse également, de façon un peu moins marquée, mais on est quand même sur un peu plus d'un doublement d'usage dans l'année par rapport aux années 90. Alors par tranche d'âge, il se passe des choses, on est sur une période de mutation assez forte, il se passe beaucoup de choses. C'est qu'on constate que les usages sont en forte croissance chez les 26-34 ans et chez les 35-44 ans, mais qu'on est sur une relative stabilité depuis quelques temps chez les 18-25 ans, voire une tendance à la baisse qui va se confirmer d'ailleurs dans nos enquêtes en population adolescente. Donc on est clairement sur
un vieillissement des usages et des usagers. Donc toutes les représentations qui peuvent avoir lieu sur l'idée d'un usager de cannabis qui est jeune et qui va arrêter de consommer à partir du moment où il rentre dans une vie professionnelle et une vie familiale sont en train de changer également. Alors, donc, maintenant concernant les usages à 17 ans au travers de l'enquête Escapade, on constate qu'il y a récemment une baisse de l'expérimentation à 17 ans et des usages réguliers qui ont pas mal chuté depuis le début des années 2000. Donc on a un point un petit peu inexpliqué en 2014 où on a assisté à une hausse puis à nouveau une baisse. Voilà, il y a sans doute des éléments qui l'expliquent, puisque là encore, vu le nombre de personnes qu'on avait, ça ne peut pas être de l'aléa statistique. Mais voilà, avec nos données en tant que telles, c'est difficile à expliquer proprement. Toujours est-il qu'à 17 ans, on a 2 jeunes sur 5 qui ont déjà consommé du cannabis. C'est des données 2017, donc les prochaines données sont en train d'être collectées en ce moment. 1 jeune sur 15 qui fume régulièrement. Et donc, oui, les niveaux de 2017 sont les plus bas constatés depuis le début des années 2000. Et ça va probablement être toujours en train de baisser avec les données 2022. Au travers de l'enquête en classe maintenant, les courbes que vous voyez là, c'est des courbes de diffusion par niveau scolaire, avec les courbes en bleu qui représentent les années 2014-2015, parce qu'à l'époque, le volet collège avait été mené en 2014, le volet lycée en 2015, et les courbes vertes donc en 2018. Les courbes du haut, c'est l'expérimentation, les courbes du milieu, l'usage dans le mois, et celles du bas, l'usage régulier. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diffusion assez progressive de l'expérimentation du cannabis qui s'amorcerait à peu près en classe de 4e et se poursuivrait ensuite jusqu'à la terminale et probablement, bien sûr, au-delà dans la vie étudiante professionnelle. Mais que des usages récents ou réguliers, eux, ils s'installeraient plutôt à partir de la seconde, avec notamment l'usage dans le mois qui fait un espèce de bond entre la 3e et la seconde, et qui rappelle qu'il y a c'est beaucoup des effets de contexte qui vont conditionner ces entrées en consommation, notamment qui rappelle aussi qu'on a des environnements scolaires qui restent assez protecteurs. D'ailleurs, je le mentionne juste rapidement, à travers l'enquête Escapade, on constate que les jeunes qui, à 17 ans, sont en situation scolaire, consomment moins que ceux qui sont déscolarisés et beaucoup moins également que ceux qui sont en apprentissage ou rentrés sur le marché professionnel. Donc ça suggère encore une fois que c'est des environnements différents qui peuvent soit protéger, soit susciter la consommation. Un petit point sur les niveaux d'usage par sexe également. Donc on a l'indicateur qui est présenté sur la droite du tableau, c'est un sexe ratio, donc c'est le pourcentage d'hommes qui consomment divisé par le pourcentage de femmes qui consomment. Donc à 17 ans, on peut dire que pour chaque femme qui consomme du cannabis, qui a expérimenté du cannabis, il y a 1,15 hommes qui le fait. Ce qu'on constate, c'est que plus on va vers une consommation régulière ou intensive, plus il y a d'hommes en proportion dans ces usages. Donc cette question de est-ce que c'est un cliché que les hommes consomment plus que les femmes, il faut toujours se la poser différemment selon le niveau de consommation qu'on considère. Et également, ce qu'on remarque, c'est que le sexe ratio est beaucoup plus égalitaire parmi les adolescents que parmi les adultes.
études-là. Donc, les usages quotidiens en population adulte, c'est 3 fois plus d'hommes que de femmes, alors que donc, à 17 ans, c'est 2 fois plus d'hommes que de femmes, mais ils sont quand même assez rares, même à 17 ans, quoique 3,4% des jeunes de 17 ans, ça reste non négligeable. Alors, une petite synthèse de ces données populationnelles, ça consiste à faire des pyramides des âges qui sont intéressantes sur plusieurs points. C'est que donc, les courbes en rose, c'est la population. Donc ça ne fait pas une pyramide parce que j'ai coupé le haut qui ne nous intéresse pas. On ne pose pas les questions sur l'usage du cannabis aux personnes les plus âgées. Ce qu'on voit, c'est donc en vert clair le stock des expérimentateurs, des gens qui ont déjà goûté du cannabis, qui entre 1992 et 2020 s'est énormément accru. Mais le stock des... Et on voit les usagers dans l'année en vert foncé qui donc vieillissent et se féminisent également. En 92, c'était beaucoup plus masculin. Petit point rapidement sur la situation de la France en Europe. Donc là-dessus, je vais parler essentiellement des adolescents. On a quelques données sur les adultes qui montrent également que la France fait partie des pays les plus consommateurs. Mais donc, vu que là, au niveau européen, chez les adolescents, on utilise les mêmes enquêtes, on est très comparable. Et donc, on voit que la France, les jeunes Français surconsomment par rapport au reste des pays européens, mais que cette surconsommation a tendance à rejoindre progressivement la moyenne depuis une dizaine d'années. Voilà, donc au niveau cartographique, ça donne des ensembles qui peuvent être un peu complexes à analyser, surtout du fait que dans ces enquêtes, on n'a pas le Royaume-Uni et seulement un petit bout de l'Allemagne. Mais il semblerait que donc, les usages de cannabis concernent un peu plus l'Europe de l'Ouest que l'Europe de l'Est ou l'Europe du Nord. Et ça pourrait être lié avec donc, les voies d'acheminement du cannabis qui, en France, viennent quand même essentiellement du Maroc. Pour ce qui est des régions françaises, donc, là encore, on voit une surconsommation qui est symbolisée donc, en rouge ou en orange du sud de la France et de l'ouest de la France par rapport au nord-est. Également, c'est l'occasion de parler d'un autre aspect, c'est qu'on observe les choses par les niveaux d'usage par taille d'agglomération. Et on remarque souvent que les personnes qui vivent dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants ont moins de risque d'être usagers de cannabis que ceux qui vivent dans des villes moyennes ou en milieu rural. Enfin, un petit point rapide sur des niveaux d'usage selon le niveau de diplôme des personnes. Donc là, je suis à nouveau en population adulte. Le niveau de revenu et la situation professionnelle. Donc c'est essentiellement pour vous montrer que il n'y a pas un clivage aussi fort qu'on pourrait croire en termes de niveau de richesse et de niveau d'éducation. En revanche, il semble y avoir une corrélation assez nette entre l'usage de cannabis, donc là on est sur de l'usage dans l'année, c'est un indicateur un petit peu lourd mais quand même, entre ça et le fait d'être un actif occupé ou un actif au chômage. Sans pour autant, donc il semble y avoir un décrochage en 2020 donc avec un niveau d'usage parmi les chômeurs qui augmente encore plus vite qu'attendu. Mais d'une part, ça pourrait être lié à des effets conjoncturels, puisque la collecte en 2020 a été quand même assez inhabituelle. Elle a eu lieu pour moitié avant et pour moitié juste après le premier confinement. Et également, on se garde bien de produire la moindre causalité entre ces deux informations, le fait d'être usager de cannabis et le fait d'être au chômage. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il peut y avoir des effets d'interaction et d'entraînement très forts entre les deux. Et enfin, donc, en écho avec la présentation de Grégory, donc on a quelques informations dans nos enquêtes sur la forme que prend la consommation de cannabis. Donc, le joint reste la consommation standard de cannabis, c'est-à-dire que quand on demande aux usagers sous quelle forme ils l'ont consommé la dernière fois,
y répondent sous forme de joints à 95%. Et donc les autres sont donc la vaporisation qui est un peu meilleure, qui est quand même largement meilleure en termes de réduction des risques, concerne pour l'instant juste 2% des usages, donc on espère voir une augmentation de cette forme-là. Également, donc, on est sur à peu près 2 tiers qui ont consommé de l'herbe la dernière fois et 1 tiers de la résine, sachant qu'il y a 10 ou 20 ans, c'était plutôt l'inverse. Donc la résine a beaucoup diminué en proportion. Donc on voit... oui. Je vais terminer donc en résumé. Donc, le cannabis, c'est la substance la plus substance illicite la plus consommée. On a des niveaux en France très élevés. Depuis 30 ans, on a une hausse des niveaux d'usage en population adulte, avec une féminisation notamment, et un vieillissement des consommateurs. Mais on a une stabilisation globale des niveaux de consommation du fait de la baisse parmi les jeunes. Et donc, comme ça a été mentionné, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette baisse des usages des adolescents, puisque donc ça réduit les risques d'entrer dans une dépendance à l'âge adulte. Je vous remercie de votre attention et bien entendu, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci à tous les deux, je pense qu'on peut les applaudir. Et maintenant, on va vous passer la parole. Alors, attendez, on va vous passer un micro. Est-ce que vous pouvez, avant de poser votre question, juste vous présenter, nous dire de vous travailler? Merci. Bonjour. Non. Juste en dessous, il y a un petit bouton rouge sur lequel appuyer. Ça ne fonctionne pas? Ça y est, C'est bon, ouais. Alors, bonjour, donc je suis Nadia Berki, je suis éducatrice à l'association Capacité à Bobigny. Donc, je me posais juste la question de ce que c'était de synthèse. Pas de souci, merci de votre question. Les cannabinoïdes de synthèse, c'est les cannabinoïdes qui ne sont pas présents naturellement dans la plante et qui sont fabriqués dans des laboratoires de chimie. Et voilà, qui ont des structures moléculaires qui sont très proches des cannabinoïdes naturels, mais qui ne sont pas naturels et qui vont induire des effets qui peuvent être similaires au cannabis, et surtout des méfaits qui peuvent être bien plus élevés. Et voilà, les risques sont peu connus parce que c'est des molécules qui sont plutôt récentes. Selon les modes d'administration aussi, on va avoir des risques différents et les effets psychiques peuvent être très très marqués. Donc les accidents qu'on a pu voir ces dernières années en Ile-de-France liés à des consommations non volontaires de cannabinoïdes de synthèse qui étaient mis par des revendeurs dans les plantes, ont induit des effets physiques marqués. Donc, il y avait des incapacités à se mouvoir, des personnes qui se disaient dans une incapacité de se lever de leur canapé, par exemple, et des effets psychiques marqués avec des effets qui ressemblent aux méfaits les plus marqués du cannabis de manière très très présente, quoi. C'est-à-dire des hallucinations, des impressions de bad trip, des impressions paranoïdes, voilà, qui peuvent durer plusieurs heures, qui sont plutôt passagers, mais qui inquiètent les personnes suffisamment pour soit consulter, soit se renseigner, nous rencontrer en se disant j'ai besoin de savoir ce qu'il y avait dans la plante que j'ai consommée. C'est comme ça qu'on a pu identifier ce phénomène. Merci. Alors, il y avait une question. Oui. On ne vous entend pas. Oui, je demandais si on allait avoir le point en compte. Bien sûr. Oui, on vous les enverra à l'issue du déjeuner débat. On vous remettra également la dernière publication de l'OMDT sur le cannabis qui est sortie en fin d'année dernière. On vous le remettra à la sortie. Deuxième question. Pour les jeunes qui, justement, le soir,
Bien parler dans le micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend peu. Quand ils ont besoin d'aller avant de dormir, souvent ils vont consommer. Oui. Vous remplacez ça par quoi? Moi, personnellement, ou... C'est pas une question personnelle. Alors, on va leur poser la question, en fait. Hein. Déjà, il faut les accompagner et identifier le phénomène, hein, c'est-à-dire le moment, oui. Est-ce qu'eux-mêmes ont bien intégré le fait qu'ils utilisent le cannabis comme un hypnotique, c'est-à-dire comme une substance qui favorise l'entrée dans la phase du sommeil? Parfois non. Parfois, ils ne l'ont pas identifié, donc ça va être l'entourage ou quoi qui s'inquiète, mais eux n'ont pas forcément identifié. Après, voir ce qui les dérange. Ce qui motive au changement, c'est aussi des effets qui dérangent. Est-ce qu'ils constatent, est-ce que la personne en question constate par elle-même qu'il y a un problème lié à ça? Si elle ne constate pas d'elle-même qu'il y a un souci, ça va être difficile d'accompagner au changement. Donc, vous me donnez l'opportunité de vous préciser un peu les leviers du changement. L'accès à l'information, c'est une base nécessaire. Après, il faut falloir autre chose pour accompagner des changements chez les personnes et notamment des stratégies de santé motivées par quelque chose. Donc, en tant qu'acteur de santé, quels que soient les domaines d'intervention, travailler sur la motivation au changement, c'est un élément clé en fait, pour accompagner le changement. Donc, quelle est la motivation qui pourrait être la sienne pour changer? Donc, ça, il faut bien commencer par identifier un problème. Et après, comment on peut le résoudre? Et ça, c'est beaucoup les personnes elles-mêmes qui ont les réponses à ça. Donc, aujourd'hui, on peut accompagner médicalement au sevrage, on peut avoir des conseils globaux de santé, mais les personnes elles-mêmes ont la capacité d'identifier ce qu'il leur faudrait à la place. Donc il va falloir émettre des choix, accompagner la personne à se renseigner une fois qu'elle a identifié qu'il y a un souci, accompagner la personne à se renseigner sur les alternatives, qu'elles soient pharmacologiques ou non pharmacologiques. Et bien évidemment qu'on favorisera les solutions non pharmacologiques qui sont plutôt d'orientation comportementale, donc des stratégies comme des rituels du sommeil ou voilà, une gestion des pulsions de consommation. Donc ça on en parle aussi peu, mais dans toutes les drogues, y compris le cannabis, il y a des phénomènes de pulsion de consommation qu'on appelle le craving en addictologie. Donc c'est pareil, c'est accompagner ces pulsions de consommation, c'est aussi une des clés de l'accompagnement au changement. Du point de vue alimentaire, du coup, est-ce que c'est le fait que vous avez une appétence pour le sucre? J'ai pas compris, excusez-moi. Vous avez une appétence pour le sucre, est-ce que c'est Lié à la consommation de cannabis? Oui, c'est orexigène, donc ça, oui, ça favorise l'appétit et particulièrement les aliments gras sucrés, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, il y a une question. Bonjour, moi c'est Lucie Casiré du Luxaper Émergence. Donc ma question concerne votre slide réduction des risques et préserver les effets de la consommation. À un moment donné, vous avez parlé de préserver le set and setting. Oui. Et je vous laisse savoir qu'est-ce que ça signifie. Merci. Oui, merci de votre question. J'ai pas tout expliqué dans toutes les slides parce que j'avais pas trop le temps, mais donc ça me permet d'éclairer du coup ce point-là. Merci. Le set and setting, c'est en fait il y a plusieurs paramètres qui vont guider l'effet ressenti par la personne. Il va y avoir le produit en lui-même, c'est sûr, mais aussi l'individu et dans quel environnement il consomme. Et ces trois éléments constituent une base pour déterminer l'effet qu'on ressent. Donc pour une substance donnée, un individu donné, l'environnement de consommation va faire varier les choses. Pour un individu donné, dans un environnement donné, le produit va modifier l'effet ressenti. Et donc il y a ces trois piliers qui sont le produit, l'individu et l'environnement qui déterminent l'effet ressenti. Et du coup, vous conseillez que voilà, le consommateur puisse savoir bien identifier, par exemple, ces environnements-là lors de ces rituels de consommation. Je crois que les autres ont besoin que vous posiez la question dans le micro. Oui, je disais, est-ce que vous conseillez par exemple aux consommateurs d'identifier par exemple ces environnements de consommation?
et je sais pas, d'essayer de... Comment formuler d'essayer de pratiquer, on va dire, les conseils de réduction des risques dans ces environnements-là. Déjà, on va essayer de favoriser l'accès à l'arrêt de la consommation pour les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent. Déjà, ça c'est une base. On a dit mieux vaut ne pas abuser de drogue, voire en consommer. Après, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas arrêter, on va voir avec les personnes sur quelles modalités on peut intervenir. Et donc, il y a ces 3 modalités qui sont le produit, l'individu, l'environnement. L'individu, il est ce qu'il est. Et donc, l'environnement peut avoir une influence sur l'effet ressenti. Et donc, peut-être que la personne va pouvoir identifier que quand elle fume juste avant de conduire une automobile, son expérience d'usage du cannabis n'est pas tout à fait satisfaisante parce que, je sais pas moi, elle a des impressions paranoïdes et elle a peur que la police l'arrête à tous les coins de rue. Et ben donc, on accompagnera la personne à favoriser plutôt de ne pas consommer avant de conduire, par exemple, et décaler ses consommations. Ça paraît être une évidence, mais ça n'est pas pour tout le monde. Donc, pouvoir identifier ça avec les personnes, et plutôt que d'avoir un discours binaire ciblé sur l'abstinence, on va avoir un discours un peu plus nuancé, où on va pouvoir décaler des consommations, par exemple dans le temps. Donc, de dire mieux vaut consommer après avoir conduit plutôt qu'avant. Merci. Ouais. Merci. Oui, moi j'ai une question. Bonjour, donc moi je suis chef de service de l'entrée de l'urgence de Paris, la MAE, je ne sais pas si vous connaissez. On accueille énormément d'ados consommateurs de cannabis. Donc moi j'ai 2 questions. La première, c'est à partir de quand on peut dire qu'un jeune est addict au cannabis. Et la deuxième, c'est, vous avez parlé effectivement du cannabis, mais les raisons de la consommation qui poussent à la première consommation. Je pense que si vous avez des stats là-dessus, est-ce qu'ils fument parce qu'ils sont en rupture scolaire, est-ce qu'ils fument parce qu'ils sont en rupture familiale, ou est-ce qu'ils fument simplement parce que dans une soirée, ils ont invité leurs copains, voilà. Pas mal des raisons qui amènent, parce que je pense que pour travailler avec le cannabis, il faut d'abord peut-être comprendre comment il est arrivé le jeune à consommer 1 ou 20 joints par jour. Alors, Tu réponds sur la deuxième. Tu réponds sur la deuxième. Oui, je te laisserai répondre après. Mais alors oui, déjà, sur les motivations à l'usage, c'est un petit peu compliqué à poser dans des questionnaires quantitatifs, mais bon, il semble qu'à l'adolescence, il y ait beaucoup de choses de l'ordre du mimétisme social, donc c'est s'intégrer à des groupes d'amis qui consomment et donc partager quelque chose à travers la consommation. Mais il y a bien évidemment aussi des choses sous-jacentes qui relèvent de l'anxiété sociale, potentiellement de problèmes familiaux, de sentiments d'échec, choses comme ça. Mais nous, à travers les enquêtes quantitatives, on ne peut pas aller très très loin là-dessus. Mais juste par contre, ce qu'on pose systématiquement dans nos questionnaires, c'est un ensemble de questions qu'on appelle le Cannabis Abuse Screen Test, qui est donc un ensemble de 6 questions sur des dimensions de l'usage. Est-ce que tu as déjà consommé du cannabis avant midi? Est-ce que tu en as déjà consommé seul? Et la personne répond de modalités qui vont de jamais à très souvent. Ça nous fait un score qu'on additionne et qui nous définit un risque d'usage problématique. Donc on n'est pas là pour diagnostiquer de l'addiction, nous, mais des risques d'usage problématique, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus flou, mais qui a priori est censé englober au moins toutes les personnes qui ont réellement un problème, plus d'autres qui devraient peut-être aller consulter un médecin. Et donc là, en 2017, à 17 ans, il était de 7,4% des adolescents. Sur la question sur quand est-ce qu'on peut définir qu'une personne est dépendante, déjà, je pense que la notion de perte de contrôle est clé, en fait. Aujourd'hui, on parle de trouble de l'usage de substances qui se gradue de modéré, léger à grave avec dépendance. Et donc du coup, on se situe, il faut accompagner les personnes à se situer dans cet éventail qui est plutôt graduel, contrairement à voilà, les codifications précédentes en addictologie qui étaient plus
dans des cases, quoi, en fait. Là, c'est plus nuancé. Donc, on parle de troubles de l'usage des substances. Et donc, pour accompagner ces personnes à se situer dans cette échelle-là, on favorise l'accès à des auto-questionnaires. Donc, voilà, peut-être que les personnes, y compris les ados, seraient plus sensibilisables à une démarche faite par elles-mêmes, où on prendrait leur point de vue de manière centrale. Et dans un premier temps, avant de les accompagner éventuellement s'ils ont besoin et envie à une consultation, donc il y a un réseau qui s'appelle le réseau des consultations jeunes consommateurs, pardon, donc qui peut être un accès pour ces ados, pour savoir se situer dans leur consommation, identifier les problématiques. Et ils peuvent avoir accès aussi à des auto-questionnaires. Donc vous pouvez trouver des auto-questionnaires en ligne où en quelques questions, elles peuvent se repérer par rapport à leur niveau de trouble de l'usage et éventuellement repérer par elles-mêmes une problématique de dépendance. Ça répond à vos questions. Marianne. Bonjour, je suis Mégane Rossignol, je travaille pour le CODES 93, donc qui est le comité départemental d'éducation pour la 93. Et j'interviens avec des jeunes donc, au sein des missions locales ou à l'école de la deuxième chance. Et j'ai souvent une question qui m'est posée, donc qui peut peut-être soulever des débats, mais est-ce que la légalisation du cannabis en France peut avoir un effet sur la consommation, d'après vos connaissances et votre recul peut-être? Alors bon, comme je l'ai écrit ici, effectivement, il va y avoir des travaux qui vont être publiés par le DT sur les comparaisons des législations et un peu de bilan des expériences de légalisation. Bon, les effets sur la consommation, là, à ce stade, c'est vraiment très compliqué de les estimer, même au travers de l'expérience du Canada, parce que, en fait, le phénomène de baisse des niveaux d'usage chez les adolescents, il est global dans à peu près tous les pays occidentaux. Donc, si on observe le Canada, en fait, on ne peut pas vraiment faire du toute chose égale par ailleurs et imputer l'évolution de l'usage à la légalisation, puisqu'on est en droit de penser que la baisse de l'usage aurait eu lieu même sans légalisation. Donc là, on constate une baisse chez les plus jeunes, on ne peut pas l'imputer à ça. Et je vous invite surtout à vous inscrire pour le volet 2. Merci. Marie, donc moi je suis Madame Balcut, Cécile, je suis infirmière scolaire sur Sedan. Et j'avais une question concernant le cannabis en quelque sorte, le CBD qui est malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, très à la mode. Quelle est la différence et comment expliquer aux jeunes la différence entre les deux et ce qui est préférable ou pas de celui-là? Alors, la différence entre le CBD et le THC, alors le CBD et le THC sont tous les deux des cannabinoïdes dits naturels, présents dans la plante. Le THC étant la molécule qui est responsable de l'effet psychoactif, l'effet dit défonce du cannabis. Et le CBD n'est pas une substance psychoactive, n'est pas une substance stupéfiante. Donc vous avez une mise au point de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives qui est disponible en ligne au niveau légal. Si jamais vous voulez vous renseigner de manière précise, c'est un peu complexe, mais il y a tout sur cette mise au point. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect légal. Pour les effets pharmacaux, donc vous avez l'effet défonce du THC versus pas d'effet défonce du CBD. Et après, il faudra se poser aussi la question au niveau santé globale du produit en question. Est-ce que c'est du CBD sans rien d'autre? Ou est-ce que c'est du CBD alors que c'est dans une plante qui contient aussi du THC inférieur à 1%, comme on voit dans certaines boutiques? Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont fumer le produit? Est-ce qu'ils vont vaporiser le produit? Ce qui induira aussi d'autres risques. Et donc il y a des conséquences différentes, des effets différents en fonction de la nature de la substance. Et est-ce qu'elles ont accès en fait, à la composition réelle de ce produit? Est-ce qu'elles l'achètent sur Internet?
si elle achète sur Internet, d'où vient ce produit, quid de la composition réelle, etc. Donc, il y a toutes ces questions qui pourront débouler à des réponses différentes. Est-ce qu'on peut être addict au CBD? On peut être addict à beaucoup de substances. L'addiction au CBD n'a pas été prouvée aujourd'hui. Par contre, le comportement addictif peut être induit par des modes de consommation. Si on fume le CBD par exemple en joint et qu'on l'associe au tabac, on va développer à minima une dépendance au tabac fumé. Bonjour, je suis CPE sur Saint-Ouen. J'avais une petite question. Vous parliez de baisse de consommation chez les jeunes. Est-ce que ces baisses de consommation de cannabis sont liées parce qu'ils consomment d'autres substances, c'est lesquelles, ou est-ce qu'on arrive à les sortir de ces consommations-là? Donc c'est globalement des baisses qui concernent tous les produits, donc tabac, alcool, cannabis en premier lieu, et puis de toute façon à ces âges-là, les autres substances illicites sont extrêmement rares. Cela dit, il y a peut-être le fait qu'à ces âges-là, les usages de substances suivent un peu des effets de mode, et que peut-être que la mode du cannabis est passée pour les adolescents, et on a vu début des années 2010 une petite mode du poppers, puis ça a été les sirops de codéine, et qui, quand ils ont été interdits, ça s'est arrêté. On est passé là, en ce moment, on est sur une mode du protoxyde d'azote, mais a priori, si ça se passe de la même façon, ça va s'arrêter aussi, puisque l'accessibilité est réduite pour ces jeunes-là. Du coup, moi, dans mon travail, je me demande des fois quel sera le prochain produit, un peu. Mais également, il y a plus potentiellement un phénomène de fond qu'on a vu s'accentuer là avec les confinements, c'est qu'on se pose l'hypothèse d'un déplacement de ces usages de substances vers ce qu'on appelle aujourd'hui les addictions sans produit, donc potentiellement certaines pratiques du numérique liées aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, mais ce serait pas tant que... c'est quelque chose d'assez... un peu différent de mon cœur de travail qui relève plus de la psychologie sociale, mais donc il y a des hypothèses comme quoi les jeunes n'auraient plus besoin d'aller vers ces consommations de substances pour sortir de leur cadre familial, là où avant il y avait les adolescents, ils allaient boire de l'alcool et fumer des joints avec leurs amis pour vivre autre chose que le monde familial. Là, ils ont la possibilité de le faire sans consommer de produits, d'aller s'explorer un peu dans les réseaux sociaux, dans le jeu vidéo, tout ça. Ça va poser des problématiques spécifiques, mais bien moins dangereuses pour la santé physique, en tout cas, a priori. Bonjour, alors moi c'est Assa, je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle au sein de l'association SFMAD. Tu as ça. Ma question est que vous nous avez conseillé de leur conseiller d'analyser les produits consommés, mais du coup, où est-ce qu'on les oriente, vers qui pour cette analyse? Bah oui, mais de rien, merci pour votre question, c'est une question pratico-pratique intéressante. On développe l'accès à cet outil de réduction des risques et l'analyse de drogue de manière plutôt récente. En fait, c'est un outil qui est anciennement expérimenté par d'autres équipes dans des milieux plutôt festifs et qui maintenant commence à se rendre de plus en plus disponible pour les usagers, même si aujourd'hui l'accès est plutôt encore trop restreint, dont l'accès à l'analyse de cannabis qui demande des outils spécifiques particuliers. Ce qui est certain, c'est que vous pouvez aujourd'hui avoir accès au réseau porté par l'association Analyse ton Prod Île-de-France, dont je parlais en intro, qui développe un réseau partenarial qui se base sur les structures de réduction des risques, qui sont les CARUD. Je ne sais pas si vous connaissez ces structures, mais c'est des structures d'accompagnement pour les usagers de drogue qui souhaitent réduire les risques liés à leur consommation. Donc c'est plutôt, c'est accessible pour les adultes qui consomment des substances. Si c'est des ados, ça va être plutôt via les CJC, donc le réseau médico-social.
qui vont pouvoir collecter les substances, nous les envoyer au laboratoire et on va pouvoir après leur donner un résultat. Aujourd'hui, par rapport au cannabis, on peut les informer sur la présence éventuelle d'un cannabinoïde de synthèse. Dans un futur que j'espère le plus proche possible, on pourra les informer sur les taux de THC, CBD. Actuellement, ce n'est pas encore disponible et s'il y a besoin d'avoir accès à ces taux-là, ça va être, ces informations-là, ça va être plutôt via le réseau de veille sanitaire qui est porté par le dispositif Synthèse, qui est coordonné par l'OFDT justement. Et Synthèse, c'est le système d'identification nationale des toxiques et substances, qui est un système de veille sanitaire donc qui est accessible pour les personnes qui présentent des effets secondaires rares ou graves ou qui ont accès à un produit atypique. Donc si jamais un nouveau produit qui est présenté comme cannabis mais qui a une forme totalement nouvelle, vous pouvez avoir accès à ce dispositif d'analyse si la personne fait un accident psychiatrique aigu ou un accident somatique, physique lié à la consommation d'une substance présentée comme cannabis. Vous pouvez avoir accès à ce dispositif. Donc vous tapez sur internet Synthèse Paris, vous trouverez mes coordonnées du coup, parce que je coordonne le dispositif en Ile-de-France. Voilà, on peut avoir plusieurs outils, soit de réduction des risques via analyse non prod, donc c'est des questions de santé courantes, des personnes qui disent je veux juste savoir ce qu'il y a dedans parce que je veux me renseigner. Donc ça, on a accès au réseau analyse non prod. Soit il y a un accident, une question de santé particulière ou un produit qui est présenté comme nouveau ou rare. À ce moment-là, ça va être via le dispositif Synthèse. D'ailleurs, je me permets d'ajouter un résultat important issu des données de synthèse et des données des saisies de douane, c'est que globalement, depuis une vingtaine d'années, les cannabis, que ce soit résine ou herbe qui circulent sur le territoire, sont beaucoup plus chargés en THC qu'auparavant. Donc ça veut dire que des anciens usagers qui auraient aujourd'hui 40-50 ans, qui fumeraient un produit qui circule aujourd'hui, peuvent s'attendre à des effets beaucoup plus forts. Je m'appelle Manuel, je suis éducatrice auprès de MNA sur Montreuil. Alors je sais que sur l'enquête, vous avez dit que c'était des jeunes qui étaient nés en France. Mais est-ce que, en consultation ou alors sur des enquêtes autres, vous avez pu constater que les chiffres par rapport aux jeunes étrangers, sachant que nous, les jeunes qu'on accueille, souvent, leur première conso, ça commence sur leur parcours migratoire ou à leur arrivée en France, donc pas dans leur pays d'origine généralement. Voilà, je voulais savoir si vous avez des infos là-dessus. Alors nous, à travers les grandes enquêtes en population générale, donc Escapade à 17 ans, effectivement, c'est que sur les jeunes de nationalité française, mais dans le dispositif en classe, donc dans les établissements scolaires, on a aussi parfois des jeunes de nationalité étrangère, mais on ne fait pas de distinction entre ces catégories-là. En revanche, les dispositifs d'études qualitatives comme Trend au sein de l'OFDT travaillent peut-être plus spécifiquement sur des populations à risque, notamment les mineurs non accompagnés. Je ne sais pas si... Pas énormément de données sur les mineurs non accompagnés via Trend. Trend, ça veut dire tendance récente et nouvelles drogues. C'est un dispositif qui est porté par l'OFDT et qui décline ces méthodologies de travail, de recherche sur différents territoires au niveau national. Donc il y a effectivement un site Trend porté par l'association Sharon-Opélia en Ile-de-France. Donc on observe ces nouvelles tendances, ces nouvelles populations et dont les MNA, donc les mineurs non accompagnés. On a très peu de données sur ces populations qui sont difficiles d'accès. C'est compliqué d'avoir des données stables et fiables. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ces personnes présentent des niveaux d'usage qui sont élevés. Enfin, les MNA qui font usage de substances présentent des niveaux d'usage élevés avec des risques qui sont polyconsommateurs. Donc ça, c'est une donnée qui concerne beaucoup d'usages de substances aujourd'hui, dont les MNA aussi, qui associent le cannabis avec d'autres substances, des médicaments de rue, de la MDMA de manière plus ou moins expérimentale,
et donc voilà, qui présente aussi des niveaux d'usage et de risque élevés. Une dernière question. Ah ben voilà. Comment on peut vous orienter un mineur, un majeur. Un mineur. Alors, et un majeur. Ça dépend de la demande en fait. Voilà, donc. Je vais donner un exemple concret. Okay. Un élève, alors moi je travaille en collège, donc un élève de 4e, qui a une consommation régulière de cannabis, mais qui souhaite limiter sa consommation, voire arrêter. Ne souhaite pas en parler à sa famille, ne souhaite pas parler à son médecin traitant, puisque c'est la première chose que j'ai conseillée. C'est-à-dire où on peut l'orienter. Alors, le réseau des CJC va pouvoir l'accueillir. Vous connaissez le réseau des CJC, mais ça n'a pas l'air de vous satisfaire. Exactement. Mais pour quelle raison? Parce qu'il y a énormément de demandes, c'est pas toujours pris en charge dans la... Ouais. C'est compliqué pour l'élève d'aller vers ce type de... Et pour quelle raison? J'ai pas plus d'infos, je suis désolée. Ok, c'est difficile parce qu'à part ce moyen-là, c'est compliqué de... Si la personne ne veut pas aller vers les CJC, c'est compliqué. La question de la minorité va limiter aussi l'accès aux soins. Si les parents ne sont pas au courant en plus, c'est assez complexe dans ces cas-là. Je vais retenter l'orientation. Oui, je pense. Après, s'il y a un besoin d'une prise en charge médicale, parce qu'il y a des méfaits qui sont installés, des risques importants, je pense que les parents aussi peuvent être une ressource importante de levier en fait, pour accompagner cette personne à changer. Puis une question légale aussi de prévenir les parents. Donc ça limite les ressources. Après, en cas d'accident aigu, donc une décompensation psychiatrique ou une urgence, il y a les urgences qui sont en lien dans les hôpitaux, en grande majorité, enfin dans les grands hôpitaux, qui sont en lien avec des services d'addictologie, donc des services d'addictologie de liaison qui peuvent aller aux urgences pour avoir un avis spécialiste et pouvoir proposer quelque chose rapidement pendant le moment de l'accident. Donc je pense que c'est aussi une information pour cette personne si jamais elle éprouve le besoin urgent d'aller consulter. Les urgences, c'est aussi une possibilité. Pour répondre, en fait, aussi, si on entend, mais il y a aussi, du coup, c'est la QJ à Paris, où il y a des permanences de CJC, en fait. Là, c'est sans rendez-vous, ils peuvent venir. Alors, en plus, c'est IDJ, c'est la mission locale, ils peuvent y aller sans, c'est moins étiqueté addicto santé. Et en fait, il y a des permanences de CJC. Moi, personnellement, et puis ma collègue aussi, on y est, on est présent pour accueillir les jeunes, justement, qui se posent des questions sur leur consommation de manière assez informelle. Un peu. Voilà. Vous faites partie du réseau des CJC, du coup? Oui, voilà. Et puis, sachant que les CJC, c'est pas sectorisé, donc en fait, il peut essayer, le jeune peut essayer sur Paris, enfin, il y a certaines CJC où il peut avoir des rendez-vous dans les 2 semaines, 2-3 semaines, en fait. Oui, c'est l'avantage en plus, parce que c'est pas toujours facilement accessible en Seine-Saint-Denis, par exemple, pour se déplacer. Effectivement, le fait d'aller à Paris aussi, ça peut déplacer. Il peut se déplacer plus facilement et ça déplace un peu le problème hors de la vue de la famille, par exemple. Et je rappelle aussi que donc à Paris, il y a la QJ qui se fait dans le 1er arrondissement, et qu'en Seine-Saint-Denis, il y a le tête-à-tête. Alors certes, qui n'est pas médicalisé, mais il y a des intervenants qui peuvent déjà dans un premier temps s'entretenir avec l'ado s'il a des questions sur le produit et sur sa consommation, pour ensuite être orienté. Et si c'est un adulte, parce que j'ai entendu adulte aussi, il y a soit l'accès médical, donc soit le médecin traitant, soit si vous voulez un avis spécialiste, l'hôpital, avec les services d'addictologie hospitalière. Si c'est trop long, si c'est pas adapté, etc. Il y a aussi le médico-social.
donc le réseau des XAPA pour le coup. Donc vous tapez sur internet CSAPA, qui sont des centres de soins, de prévention, d'accompagnement pour les personnes qui consomment des substances et qui veulent changer en fait. Donc s'il y a aussi des problématiques liées au cannabis, ils peuvent aussi avoir accès à ce réseau des XAPA, qui est un réseau de ville, donc qui est peut-être un peu moins impressionnant que le fait de pousser la porte de l'hôpital, qui est symboliquement aussi un peu plus intimidant. Je peux ajouter aussi que nous, à la fin de nos questionnaires, on oriente les jeunes qui pourraient avoir découvert un usage problématique en remplissant notre questionnaire vers le fil santé jeune, la plateforme web et téléphonique sur laquelle ils peuvent récolter des informations sur tous les aspects de leur santé et entrer en communication par internet ou téléphone avec une personne. Et la dernière question. Ouais. Vous avez entendu parler du goût d'amour. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes chez nous qui fument du goût d'amour, et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour les mettre aussi littéralement à défoncer. Oui, on a entendu parler de ces substances-là, notamment dans le réseau Trend, donc pas spécifiquement en Ile-de-France, où il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus touchées que l'Ile-de-France. Le meilleur moyen de répondre sur qu'est-ce qu'il y a dans le Gouda Blue, c'est de faire analyser le Gouda Blue. Parce que le Gouda Blue, c'est un nom de rue, quoi. C'est un nom qui est attribué par des personnes, mais il n'y a pas un marché contrôlé de cette substance. Donc n'importe qui demain peut appeler n'importe quoi Gouda Blue. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est d'essayer de... Soit la personne se pose la question, on favorise l'accès à l'analyse de cette substance, soit la personne ne se pose pas la question et de favoriser le questionnement sur le contenu réel. En fait, quel est le contenu réel de ce Gouda Blue? Gouda Blue, ça ne paraît pas être un nom chimique, donc c'est plutôt un nom de rue, un nom argotique. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière cette substance? Est-ce que la personne sait, croit savoir quelles sont ces informations pour essayer de la motiver à avoir une information objective sur le contenu réel. Probablement qu'il s'agit de cannabinoïdes de synthèse, mais c'est pas sûr en fait. Donc d'avoir accès à une information de type analyse de drogue vous permettra, je dis vous et la personne, d'avoir cette information. Donc pour l'accès à l'analyse de drogue, je renvoie aux informations que j'ai dites tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous préciser aussi que de manière régulière, donc chaque jeudi de 18h à 21h au 9 rue Beaurepaire à Paris, il y a une permanence qui s'appelle le Bifort et qui est une permanence santé. N'importe qui peut venir pousser cette porte, qui est une permanence pour adultes, donc il faut être majeur, et on peut se présenter et avoir accès à l'analyse de drogue sur place. Donc il y avait les modalités que j'expliquais tout à l'heure sur le réseau CARU, CJC, sur prélever les substances, et aussi la modalité aller sur place au 9 rue Beaurepaire pour pouvoir avoir accès à l'analyse de drogue dans le temps de l'usager. C'est-à-dire il vient, il s'adresse à nous, il repart avec une information de santé, 2 entretiens de réduction des risques, un entretien pour prélever la substance et un entretien de restitution du résultat et le résultat du coup sur ce que c'est que le Gouda Blue. Merci. Alors, juste avant de vous souhaiter un bon appétit, je voulais vous remercier pour ce déjeuner débat, pour ces échanges. Merci à tous les deux, parce que ça fait du bien quand même de se voir en présentiel. Et que, et vous dire aussi donc, qu'à l'issue, on vous enverra les PowerPoint de Grégory et d'Antoine, et vous dire que le volet 2 arrivera prochainement. Voilà. Bonne fin de journée, bon appétit, à bientôt. C'est évident. Mais moi, je l'ai prévu et puis je l'ai oublié de